Maintenant, on va voir la séance 3, consolidation de l'impérialisme américain. Les années 1920 ont marqué la consolidation de l'impérialisme américain en Amérique latine grâce à des politiques interventionnistes et des stratégies économiques et l'usage de la diplomatie. Les États-Unis ont établi une hégémonie dans la région, perçue à la fois comme un modèle à suivre et comme une menace pour la souveraineté des pays latino-américains. Ce phénomène s'est déployé sur plusieurs dimensions, allant aux interventions militaires, aux réponses anti-impérialistes des populations touchées. Les premiers pas de l'hégémonie américaine, grand 1. Depuis le 19e siècle, les États-Unis et la Grande-Bretagne rivalisaient pour le contrôle économique et politique de l'Amérique latine. Cependant, avec la doctrine Monroe en 1823, Washington revendiqua la région comme sa sphère d'influence sous le slogan «L'Amérique aux Américains». Si cette doctrine visait initialement à contrôler l'ingérence européenne, elle devint un prétexte pour justifier les interventions dans les pays voisins. Les États-Unis se présentaient également comme un modèle républicain fédéral, inspirant certaines élites latino-américaines. Cependant, leur expansion territoriale, incluant l'annexion des territoires comme le Texas et la Californie, et la guerre contre le Mexique, 1846-1848, révélait leur ambition de domination régionale. En 1898, à l'issue de la guerre hispano-américaine, les États-Unis obtinrent le contrôle de Cuba et de Porto Rico, établissant des protectorats et renforçant leur position stratégique dans les Caraïbes. Intervention militaire et contrôle politique. Au début du XXe siècle, les États-Unis menèrent de nombreuses interventions militaires pour protéger leurs intérêts économiques et garantir la stabilité dans leur zone d'influence. Il y en a eu à Haïti entre 1915 et 1934. Les marines américaines occupèrent le pays pour rétablir l'ordre, entre guillemets, instituant un régime de protectorat. Il y en a eu également à la République dominicaine en 1930 avec Rafael Leonidas Trujillo, qui accéda au pouvoir après avoir été formé par la Garde nationale, une force militaire créée et entraînée par les États-Unis, et au Nicaragua en 1936, avec Anastasio Somoza Garcia, qui devint dictateur grâce au soutien de la Garde nationale, également mise en place par les États-Unis. Ces interventions permirent aux États-Unis de maintenir un contrôle direct sur certains pays, tout en consolidant des dictatures locales liées à Washington, liées ainsi que loyales à Washington. 3. De la politique du Big Stick à celle du bon voisin. Alors, la politique du Big Stick, enfin c'est comme ça qu'on l'a traduit, est fondée sur le corollaire de Roosevelt en 1904, justifiant les interventions militaires pour protéger les intérêts américains en Amérique latine. Par la suite, avec la diplomatie du dollar de William Taft, les États-Unis cherchèrent à garantir leurs intérêts par le contrôle économique, favorisant des investissements dans des infrastructures telles que les chemins de fer et les entreprises extractives. En 1933, la politique du bon voisin, promue par Franklin Roosevelt, marqua un changement. Les États-Unis commencèrent à réduire leur intervention militaire directe, ce qui inclut le retrait des troupes du Nicaragua en 1933 et d'Haïti en 1934, la suppression de l'amendement Platt dans la constitution cubaine, ce qui faisait que Cuba était un protectorat américain, qui faisait de Cuba un protectorat américain à l'époque. Et malgré ce changement, l'influence économique et culturelle des États-Unis restait dominante. 4. Intérêt économique, les républiques à bananières. À la fin du 19e siècle, les entreprises comme United Fruit Company, UFCO, fondée en 1899, dominèrent l'économie par plusieurs pays d'Amérique centrale. Ces républiques bananières étaient dirigées par des régimes autoritaires favorables aux intérêts de la UFCO. Par exemple, au Guatemala, le président Manuel Estrada Cabrera permit à l'entreprise de contrôler d'immenses territoires et de ressources, et la construction du canal de Panama, inauguré en 1914, renforça le rôle stratégique de l'Amérique latine dans le commerce mondial, mais accentua également la dépendance économique de la région envers les États-Unis. Depuis la fin du XIXe siècle, plusieurs pays latino-américains mirent en place des lois migratoires visant à favoriser le blanchiment de la population, marginalisant encore davantage les communautés afro-descendantes. Et là, on va s'intéresser à quelque chose d'intéressant, qui est l'héritage afro-descendant. En effet, dans ce contexte, des leaders comme Marcus Garvey émergèrent en tant que défenseurs des droits des afro-descendants, promouvant le panafricanisme et le retour en Afrique comme un moyen d'émancipation. Dans la région caribéenne, des figures culturelles telles que le calypsoïste Walter Ferguson contribuèrent à préserver et à diffuser l'héritage culturel afrodescendant malgré les politiques officielles d'exclusion. C'est une petite bulle qu'on met entre côtés puisque ça ne s'intègre pas vraiment dans la logique de ce sujet.
Alors, il y a eu également des résistances aux pratiques anti-impérialistes face à l'impérialisme américain. Il y a des mouvements et des leaders qui émergent pour défendre la souveraineté de leur nation, tels que Augusto César Sandino au Nicaragua. En 1926, Sandino organisa une armée populaire pour combattre les marines américaines, devenant un symbole de résistance anti-impérialiste. Il y a également eu l'anti-impérialisme populaire. Ce mouvement favorisa le nationalisme parmi les classes populaires, défendant la souveraineté territoriale contre l'ingérence étrangère. Et il y a eu Farabundo Martí au Salvador en 1932. Martí mena un soulèvement paysan brutalement réprimé, aboutissant au massacre de milliers d'indigènes et de communistes. L'anti-impérialisme s'exprima également à travers des organisations comme l'Alliance populaire révolutionnaire américain, fondée par Victor Raúl Aya de la Torres, qui visait à unifier l'Amérique latine face à la domination étrangère. Et la Première Guerre mondiale, on va s'intéresser à son impact lié à l'impérialisme, a eu un impact en effet, puisque la Première Guerre mondiale transforma les dynamiques économiques et politiques en Amérique latine, avec une Europe affaiblie. Les États-Unis assumèrent un rôle central dans la région. Dans certains pays comme l'Uruguay, cette prospérité économique permit des avancées démocratiques et sociales, notamment sous la présidence de José Batlle, avec la mise en place d'un État-providence. Et dans certains cas, comme au Chili, la modernisation s'accompagna d'une combinaison de réformes sociales et de régimes autoritaires. Cependant, dans des pays comme la Colombie, les revendications sociales des travailleurs furent brutalement réprimées, perpétuant les inégalités. En conclusion, la consolidation de l'impérialisme américain dans les années 1920 marqua une étape cruciale dans les relations entre les États-Unis et l'Amérique latine. Tandis que certains secteurs considéraient les États-Unis comme un modèle politique et économique, d'autres les voyaient comme une menace pour la souveraineté de leur nation. Ce dualisme oscillant entre admiration et résistance façonna les relations hémisphériques et nourrit des mouvements d'émancipation dont l'impact se fit sentir sur le long terme.